Signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement congolais et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. C'est pour réactiver la coopération entre les deux parties. La société minière de Bakwanga peine à se relancer alors que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de passage en Mbuji-Mayi, avait rassuré la population quant à ce. Mais qu'est-ce qui bloque encore sa relance? Vous suivrez un dossier de la rédaction dans ce journal. Lancement de l'examen national de fin d'études primaires au Kwilu, région qui a accueilli des centaines de victimes des atrocités de Kouamout. Quid de ces élèves déplacés de Kouamout à ce sujet? Tentative de réponse tout à l'heure. Nous irons également au Sénégal où les partisans de l'opposant Ousmane Sonko continuent de défier la police après la condamnation à 2 ans de prison ferme de leur leader. La tension continue de monter. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Les Nations Unies se sont alarmées du niveau d'insécurité alimentaire en RDC, une crise aiguë qui touche plus de 6 millions de personnes uniquement pour l'est du pays, une situation déclenchée par plusieurs facteurs selon les agences onusiennes, entre autres les conflits. L'agence onusienne a dépêché des de ses hauts commissaires dans l'est du pays pour faire le point sur la situation humanitaire qui prévaut sur place. En proie à la guerre d'agression imposée à la RDC par les Rwandais et les attaques des groupes armés, cette partie du pays enregistre un nombre important de déplacés internes. Les HCR s'est dit préoccupés par cette situation humanitaire, surtout au Nord Kivu. Nous avons effectivement discuté de la situation humanitaire au Nord Kivu, mais en particulier de la situation du déplacement. Comme vous le savez, en République démocratique du Congo, il y a à peu près 6,2 millions de personnes déplacées internes. Et une des provinces qui a été le plus affectée, qui est le plus affectée par cette crise, c'est la province du Nord Kivu. Au sujet de la tripartite Rwanda, HCR, RDC tenue à Genève, sur les rapatriements des réfugiés congolais se trouvant au Rwanda, ainsi que le Rwandais qui se trouve en RDC, l'émissaire du HCR a mis l'accent sur les retours volontaires. C'est le principe qui a été retenu par les parties congolaises et rwandaises. Alors, ce qui est sorti de cette réunion qui a eu lieu à Genève le 15 mai, si je ne m'abuse, c'était de réaffirmer de la part des deux gouvernements leur volonté de faire en sorte que ceux qui veulent rentrer volontairement dans la sécurité et la dignité dans leur pays, donc les Rwandais qui sont actuellement en RDC et les Congolais qui sont actuellement au Rwanda, qu'ils puissent le faire. Pour l'heure, près de 80 000 Congolais se trouvent sur les sols rwandais, tandis qu'environ 200 000 réfugiés rwandais sont recensés au Congo, renseignent les HCR selon ses estimations. Les forces armées de la RDC ont détruit un bastion des terroristes ADF-MTM construit dans le secteur de Rwenzori, non loin de la rivière Zelubé. Pendant un affrontement de plus d'1 heure, l'armée congolaise a mis en difficulté ces djihadistes et a neutralisé 6 d'entre eux, récupéré 3 armes de guerre de type AK-47. Nous sommes en ligne avec le capitaine Anthony Mwalushai, capitaine, peut-être porte-parole des FARDC dans ce secteur. En résumé, que s'est-il passé? Les forces armées de la République démocratique du Congo ont détruit dans la soirée du mercredi 31 mai 2023 un grand bastion des terroristes ADF-MTM qui a été construit dans le secteur de Rwenzori. Nous sommes non loin de la rivière Zelubé. Pendant un affrontement qui a duré à peu près 1 heure, l'armée congolaise a mis en difficulté les djihadistes terroristes ADF-MTM et a réussi à neutraliser 6 combattants ADF parmi eux et récupérer 3 armes de guerre de type AK-47. Plusieurs objets militaires ont été également récupérés par l'armée loyaliste. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent avec les opérations de ratissage dans cette zone de Rwenzori
pour non seulement donner la paix à notre population dans son ensemble et aussi permettre une bonne circulation de usagers de la route Beni-Kassindi. Nous en appelons à la population de Rwenzori d'être consciente de la menace qui pèse sur notre secteur et nous leur demandons une bonne collaboration avec son armée pour mettre fin à cette insécurité qui n'a que trop. Le vice-premier ministre congolais en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a reçu hier la ministre allemande des Affaires étrangères. Au menu, la situation sécuritaire dans l'est du pays. Kate Jekyll a déclaré que le Rwanda doit respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Comme gouvernement allemand, on est solidaire avec le peuple congolais qui a souffert beaucoup des guerres des années passées et on est très intéressé de voir de la stabilité et un processus de paix pour votre pays. Comme l'Union européenne, au décembre, on est parti de l'Union européenne, on a condamné la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières, soit les frontières en Europe, mais aussi les frontières en Afrique. On comprend très bien, on est tous dans le même bateau. Si on veut vivre en paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine, aussi la charte des Nations unies qui implique qu'on respecte les frontières et comme ça alors aussi on a condamné l'influence de Rwanda sur le territoire congolais. Le gouvernement congolais et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale ont signé un mémorandum d'entente pour réactiver la coopération entre les deux parties. Si en sa qualité de pays signataire de statut de Rome est l'un des premiers pays à avoir coopéré avec la Cour pénale internationale, que la RDC a réitéré son engagement envers cette Cour internationale. Un engagement salué par ailleurs par le procureur de la CPI qui a clôturé sa visite ici en RDC. C'est en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, que cette signature a eu lieu. Pour le gouvernement congolais, c'est la ministre de la Justice qui a apposé sa signature sur ces mémorandums de coopération. La Cour pénale internationale était représentée par son procureur général, Karim Khan. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a au cours de cette cérémonie affirmé que cette signature traduit l'engagement de la RDC à coopérer avec la justice internationale. Je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le bureau du procureur pénal de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique tournée vers les idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menée par mon pays. Karim Khan, procureur de la CPI, a salué l'engagement de la RDC à coopérer pour mettre fin aux crimes qui relèvent de sa juridiction. As many of you know, the situation in the DRC is not new. On est venu ici pour d'abord écouter, pour regarder, pour comprendre. Et parce que la situation a été renvoyée à la Cour depuis 2004. Et depuis lors, beaucoup de choses ont été faites. Des choses ont aussi été faites au niveau national. Mais la réalité simple est que les crimes sont encore en train d'être commis. Signalons que le procureur de la CPI a été dans la partie est de la RDC où des crimes sont encore commis par des groupes armés locaux et étrangers. Après le sit-in devant la CENI pour exiger la transparence des élections lors de la marche du 20 mai réprimée, les 4 leaders de l'opposition organisent une marche ce 21 juin 2023 pour exiger l'exclusivité des élections à la fin de l'année. Plus de détails avec Prince Epengue, un des communicateurs de la plateforme politique Lamuka, joint au téléphone par notre rédaction. Nous avons saisi l'hôtel de ville de Kinshasa pour l'informer de l'organisation d'une très grande marche populaire ce 21 juin. Après notre meeting populaire au terrain Sainte-Thérèse de Njili,
toutes les forces du changement, toutes les forces de la résistance et de l'opposition, nous allons nous retrouver encore dans la rue le 21 juin à partir de Massina, quartier 3, jusqu'à la première illimitée. Cette grande marche, c'est pour, entre autres, dire qu'on a organisé 3 manifestations qui ont été réprimées, qui ont été empêchées. La marche du 20 mai dernier a été empêchée, le sit-in de jeudi passé a été empêché et nous sommes décidés à mettre à profit notre constitution qui nous donne le droit de manifester. Manifester pour dire que les élections de 2023 doivent se terminer dans un cadre de paix, doivent apporter la paix et non une nouvelle contestation, non de nouveaux affrontements et surtout non à un nouveau bain de sang. Et pour cela, il faut que les élections soient transparentes. Malheureusement, Kadima a tout planifié pour qu'il y ait affrontement. C'est que nous refusons catégoriquement. Le collectif des avocats de Salomon Kalonda dénonce la violence des principes élémentaires de droit et des droits humains dans l'arrestation de leurs clients. 3 jours après son enlèvement par les agents de sécurité, les avocats n'ont toujours pas accès au dossier de leurs clients. 72 heures après son arrestation à l'aéroport international d'Ndjili, Salomon Idi Kalonda n'a pas encore été auditionné et ses avocats disent n'avoir pas accès au dossier de leurs clients et ne savent quelle charge pèserait sur le conseil spécial de Moïse Katumbi Chapwe. Nous n'avons pas eu la possibilité de les rencontrer, nous n'avons pas eu les moyens même d'approcher parce qu'on nous a empêchés. On nous dira par plusieurs éléments de ces services de renseignement militaires, à l'occurrence d'EMIAP, qu'on ne pouvait pas nous se présenter de cette manière et que devant ces services, on ne peut pas assister un client, alors que la Constitution l'autorise. Les collectifs des avocats de Salomon Idi fustigent la violation manifeste et flagrante des principes élémentaires du droit. Je me tiens tout simplement à préciser que la Constitution dans notre pays est violée dans son article 18 et à son article 19 in fine. Et tant d'autres dispositions, voire même les instruments internationaux, à l'occurrence la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est vraiment violée. Pour Donatien Cholet, le secrétaire général de la CENCO, l'arrestation de Salomon Kalonda est une des méthodes rétrogrades pas dignes pour un État du droit et dans un pays civilisé. Au Kwilu, précisément à Bandundu-Ville, l'examen national de fin d'études primaires a été lancé par le gouverneur Willy Tundala. Cette région qui a accueilli des centaines de victimes des atrocités de Koamout. Quid de ces élèves déplacés de Koamout au sujet des NAFEP? Héritier Ntambois nous en dit un peu plus. C'est le jeudi que le gouverneur de la province d'Ikwilu, Willy Tundala, a procédé au lancement officiel de l'examen national de fin d'études primaires et NAFEP en abrégé pour les comptes de l'édition 2022-2023 à l'EP1 Mayoyo situé dans la ville de Bandundu. Je vais fournir des efforts pour faire preuve de quoi vous êtes capable. C'est à ces mots que je déclare ouvertes les épreuves de fin d'études primaires dans la province d'Ikwilu en général et en particulier dans la ville de Bandundu. Bonne chance à nos enfants. Quid de ces élèves déplacés des Koamout à Bandundu-Ville? Selon les sources locales attachées au gouvernorat, elles rassurent que ces finalistes d'études primaires, victimes des atrocités des Koamout dans les Maïndombe ayant fui au Kwilu, ont passé à ces épreuves sans aucune crainte, avec bien sûr la prise en charge du gouvernement provincial. Selon les informations toujours locales, il est à noter qu'au Kwilu 1, ces épreuves sont organisées à 136 centres répartis dans 6 sous-divisions.
relance la société minière de Bakwanga, MIBA, poumon économique de tout l'espace Grand Kasaï. La MIBA est depuis 2 décennies ombre d'elle-même. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de passage à Mbujimayi, avait pourtant rassuré la population quant à sa relance. Mais qu'est-ce qui bloque encore jusqu'à ce jour pendant que la population peine? Tentative de réponse dans ce récit de Crispin Chibenkofoa. Décembre 2021, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Mbujimayi. J'ai entendu beaucoup de critiques comme quoi je vous ai abandonné. Comment est-ce possible? Je ne suis pas venu promettre. Je suis venu pour qu'ensemble, vous et moi, puissions relancer la minière de Bakwanga, MIBA. Après ces assurances du garant de la nation, loin du chapelet de bonnes intentions, la population de l'espace Grand Kasaï, particulièrement celle du Kasaï oriental, pouvait enfin pousser un ouf de soulagement de voir leur poumon économique désormais sur ses 2 jambes. L'ordre avait été donné au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de décaisser les fonds entassés et le COPIREP chargé d'élaborer un plan de sauvetage. Mais seulement une année et demie après ces discours du président Tshisekedi à Bonzola, les lignes n'ont pas bougé d'1 centimètre. Mais pourquoi? Nous n'avons pas encore eu un projet solide. Le dernier projet, présenté par l'actuel DG intérimaire, il demandait 45 millions pour relancer la production. Nous n'avions pas les 45 millions à l'époque. Le plan n'était pas suffisamment solide. Pour s'en sortir, d'abord, il faut qu'on certifie les réserves de la MIBA. Aujourd'hui, elles ne sont pas tout à fait connues. Nous avons lancé avec la ministre des Mines une opération de certification qui a commencé par l'espace Kasaï. Dans quelques mois, nous aurons les résultats pour savoir sur le domaine de la MIBA, qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol, ça vaut combien. Une autre option, c'est de faire plusieurs petites MIBA ou bien plusieurs petites SACIM avec l'actif de la MIBA. C'est ce que nous avons proposé comme solution intérimaire, mais les gens ont tellement peur. Une réponse de Nicolas Kazadi, l'argentier congolais, qui suscite la colère des élus du Kasaï oriental. Pour le député national Eric Ngalola Yulunga, qui d'ailleurs a initié une question orale avec débat sur le sujet, le ministre des Finances n'a absolument pas qualité de juger un plan de relance d'une société minière. Le ministre des Finances n'a pas qualité de pouvoir juger un plan de relance d'une société minière. Ce n'est pas dans ses attributions. Je retiens que selon lui, la relance de la MIBA est remise au calendrier grec tant qu'il n'y aura pas de plan crédible. Tenez, sur instruction du président de la République, le COPIREP a été chargé d'élaborer un plan de sauvetage. Je regrette que le ministre des Finances s'inscrivent dans une logique contraire à la vision du chef de l'État, car la certification des réserves, c'est plus ou moins une année. Là, nous serons en 2024 et dans l'entretemps, que dire des travailleurs? Cette population qui est paupérisée et ces opérateurs économiques dépendants de cette société. Quand il vient nous parler des mining, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec la Gégamine au Katanga. Est-il fier de cette situation? En attendant la réponse à la question de qui doit faire quoi pour la MIBA au Kasaï oriental, la situation économique va de mal en pis et à Kinshasa, ceux qui sont censés le faire, c'est la coule douce. Les opérations spéciales simultanées diurnes au Siat Ngaba et Rigini menées par le commandant du district de Moamba, le colonel Freddy Lifenge, ont produit des bons résultats. Bilan, 87 suspects interpellés et plusieurs autres arrêtés en flagrance de troubles à l'ordre public. Freddy Lifenge demande à la population de Moamba de continuer à collaborer avec la police pour stabiliser la sécurité. Après une journée des opérations d'arrache-pied menées par la police sous commandement du colonel Freddy Lifenge, le long de la journée d'hier, dans plusieurs sous-siats du Moamba, voici les résultats. 87 interpellations et plusieurs jeunes arrêtés en flagrance de troubles à l'ordre public. Vraiment, le message que nous avons pour la commune Yangaba, base la confiance dans la police. Et baye bako dénoncer kabatamabe dans chaque quartier, chaque avenue. Sont à base ali bayemba na commune bavertir commune afin que biso tous à makasi ya bokoma wana po te ba neutraliser bato mabe afin que bato bala la kimia. Les commandants de la police Moamba, les colonels Freddy Lifenge, appellent la population de Moamba de continuer à collaborer avec la police car la sécurité est une affaire de tous. L'actualité sur le continent au Sénégal, les partisans de l'opposant Ousmane Sonko continuent de défier la police. L'utilisation des réseaux sociaux restreinte. On parle de 9 morts dans les violents heurts après la condamnation à 2 ans de prison ferme de leur leader Benjamin Moudiata.
Depuis la condamnation du redoutable opposant sénégalais Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, Dakar et ses environs ne respirent plus que des lacrymogènes. Des heurts ont éclaté dans la capitale sénégalaise jeudi après la condamnation du candidat à la présidentielle de 2024, chose qui visiblement compromet un peu plus sa candidature à la présidentielle de 2024. Il est plus que jamais menacé d'inéligibilité alors qu'il est adversaire le plus farouche du président Macky Sall. Les partisans de Sonko disent ne pas permettre au pouvoir en place d'écarter leur leader de la scène politique. Aujourd'hui, on le condamne tout simplement pour qu'il ne participe pas aux élections, parce qu'il est le seul capable de les battre aux élections présidentielles. Et lui, il n'a pas le droit de faire un 3e mandat. C'est pour un 3e mandat qu'il est en train de tout faire ça. Nous n'allons pas l'accepter. Nous allons apporter la réponse politique appropriée. Il s'agit de notre avenir et de notre devenir. Tous les moyens dont nous disposons pour véritablement rétablir le président Ousmane Sonko dans ses droits. On compte déjà 9 morts, la dégradation de plusieurs infrastructures. Le gouvernement n'a trouvé mieux que de restreindre l'accès aux réseaux sociaux. L'État du Sénégal, en toute souveraineté, a décidé de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales par lesquelles se font des appels à la violence et à la haine. Nous rappelons aux médias l'importance de respecter le code de la presse qui permet à l'autorité administrative de prévenir ou de faire cesser toute atteinte à la sûreté de l'État. Déterminée d'aller jusqu'au bout de leur combat, la population sénégalaise n'a pas encore dit les derniers mots dans l'affaire Ousmane Sonko. Plus loin de l'Afrique, feux de brousse, des incendies sans précédent sont observés au Canada. Près de 3 millions d'hectares ont déjà brûlé. Selon les spécialistes, cela représente une surface 8 fois supérieure à la moyenne observée sur ces 30 dernières années. Près d'une centaine de feux sont hors de contrôle. Le point de la situation avec Héritier Ntamboa. Ces incendies surviennent quelques semaines après que des gigantesques incendies ont ravagé plus de 350 000 hectares de la forêt boréale de l'Alberta dans l'ouest canadien. Tout porte à croire que c'est un total nettement plus important que la moyenne des 3 dernières décennies au Canada. Plus de 2,7 millions d'hectares ont brûlé cette semaine. En proie à plus de 200 feux actifs, ont annoncé les autorités du pays jeudi 1er juin. Actuellement, des 111 feux de forêt font rage dans les pays et près des 100 sont hors contrôle, précision des autorités canadiennes. À la province de la Nouvelle-Écosse, située au sud-est du pays, 16 000 habitants de la capitale provinciale, Halifax, ont dû être évacués. Cependant, l'aide de l'armée et des États-Unis a été sollicitée par les autorités. Ces conditions météorologiques sont de plus en plus sévères. Le temps va continuer à être sec, il va faire encore plus chaud, le pronostic est donc difficile. Le Canada subit des effets du changement climatique, notamment des incendies des forêts plus fréquents et plus extrêmes, a constaté Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, qui rappelle que la superficie des forêts brûlées devrait doubler d'ici 2050. Place au rappel des titres. Signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement congolais et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. C'est pour réactiver la coopération entre les deux parties. La société minière de Bakwanga peine à se relancer alors que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de passage à Mbujimayi, avait rassuré la population quant à ce. Vous avez suivi le dossier de la rédaction. Lancement de l'examen national de fin d'études primaires au Kwilu, région qui a accueilli des centaines de victimes des atrocités de Kwamouth. C'est le gouverneur de cette province qui a donné le go. Au Sénégal, les partisans de l'opposant Ousmane Sonko continuent de défier la police après la condamnation à 2 ans de prison ferme de leur leader. La tension continue de monter. Restez avec nous pour la revue de presse. Et c'est avec Moïse Tchamala qui me rejoint dans ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria Mbouya et merci. Crime,
commis dans l'Est, le gouvernement et la CPI signent un protocole d'accord pour débuter les enquêtes. Effectivement, Gloria Mbouya, après violence et exactions, crimes commis dans l'Est de la RDC, enfin les victimes peuvent avoir gain de cause. Commençons avec cette une du quotidien L'Avenir qui titre « La RDC et la CPI resserrent les liens ». Eh bien, il était en République démocratique du Congo depuis quelques jours. Les procureurs de la Cour pénale internationale CPI qui s'est rendu dans l'Est de la RDC pour se rendre compte de la gravité des crimes occasionnés par la situation d'insécurité a signé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine un protocole d'accord avec la ministre de la Justice Rose Mutombo. Cet engagement renouvelé traduit la volonté de la RDC de renforcer la coopération avec la CPI, surtout dans les cadres d'une coopération active et dynamique tournée vers les idéaux de justice et de paix aujourd'hui menés par la RDC. Eh bien, en réalité, la RDC attend de la CPI l'ouverture des enquêtes pour tous ceux qui se sont illustrés dans les tueries et autres crimes internationaux d'un journal à un autre, Gloria Mbouya. Les quotidiens La République revient en expliquant la genèse de cet accord entre la RDC et la CPI et il titre « Les procureurs de la CPI annoncent l'ouverture dans les prochains jours des enquêtes ». Cela a commencé lors de son bref séjour dans la province de l'Ituri, dans les nord-est de la RDC. Le mardi 30 mai, les procureurs de la CPI a annoncé la nouvelle, la dite juridiction internationale d'ouvrir des enquêtes dans les prochains jours sur les crimes et violations commis en RDC. Karim Khan l'a fait savoir à l'issue d'un tête-à-tête avec le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboyan Kachama Johnny. Pour ce faire, il souhaite travailler avec les gouvernements de la République démocratique du Congo et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité du Congo. 72 heures après l'arrestation de Salomon Kalonda, le conseil d'avocats n'a toujours pas accès à leurs clients. Effectivement, un sujet qui a été largement commenté par les quotidiens Ouragan qui titre à sa une Salomon Kalonda Ididela, les prisonniers du régime. En tout cas, un titre qui frappe à l'œil. Mais selon son conseil, sa famille est profondément préoccupée, septembre, son état de santé, ses conditions de détention, les charges qui pèseraient contre lui. Tout est mystère dans l'affaire Salomon Kalonda. Conseiller spécial de Moïse Katumbi, la sécurité militaire d'EMIAP détient toujours Salomon sans motif connu. Le haut représentant d'ensemble pour la République dans ses cachots septembre après sa spectaculaire cueillette à l'aéroport international d'Ndjili, rien n'est filtré dès son lieu de détention, ce qui conteste vigoureusement son collectif d'avocats. Jeudi, ils ont tenté à nouveau de voir leurs clients, mais sans succès. Chute de Joe Biden, la Maison-Blanche rassure, les Américains s'inquiètent. Un sujet assez insolite. Effectivement, Gloria Mbouya, comme vous pouvez le dire, c'est à la une du média belge 7sur7.be qui titre « Biden chute sur scène lors d'une cérémonie, il va bien ». Eh bien, critiqué à cause des sondages, le président Joe Biden est candidat à l'élection 2024 face notamment au républicain Donald Trump, a assisté à la fin de la cérémonie des militaires ne semblant pas dans l'immédiat affecté. Il a chuté sur scène, comme on le dit. Il a ensuite repris l'avion pour retourner à Washington et gravi l'escalier pour embarquer sans s'arrêter pour répondre aux journalistes présents sur place. En juin 2022, une image du président chutant lors d'une promenade à vélo avait déjà fait grand bruit aux États-Unis. Là encore, Joe Biden s'est relevé et n'avait pas subi des conséquences physiques particulières. Les plus récents bilans de santé du démocrate Joe Biden en février 2023 a été établi qu'il était en bonne santé, mais selon les sondages, la majorité des Américains estiment qu'il est âgé pour briguer un second mandat. Vraiment. Merci Moïse Tchamala pour ce tour d'horizon. C'est moi qui vous remercie, Gloria Mbouya.
Ce sera tout pour ce journal de la mi-journée. Merci de votre attention exigeante. Belle fin de semaine à toutes et à tous sur Espace 50. N'oubliez pas, prenez soin de vous. L'actualité reste en continu.